Je me disais non, c'est pas possible, déjà parce que c'est pas possible, et aussi parce que c'est pas possible. Si tu ne vois pas un personnage mourir, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Il y a un mort. Youpi. Oh, cette scène était affreuse à lire. Oh mignon. J'attends leur amitié et ça m'a fait tellement fondre. J'ai une confession à faire, on est entre nous, mais le câlin... Non mais Jupiter... Oh les et j'aurais pas pu rêver mieux. Et... Comment peut être aussi adorable? Jacques, c'est tellement un grand frère parfait pour Morrigan. C'est la meilleure famille dont aurait pu rêver Morrigan, quoi. C'est l'une de mes meilleures expériences de lecture. Oh, tout était beau, tout était mignon. J'ai terminé sur le meilleur chapitre ever et oh mon dieu. Et ce sont des traits de personnalité qui font qu'elle est magique en fait. Je suis bête ou je suis bête? Merci à l'autrice de prendre autant de temps de développer la relation entre Morrigan et Jupiter. Du coup elle a dû traverser tout ça pour se rendre compte à la fin vraiment de... Hey, bienvenue dans un nouveau vlog. Oh mon dieu, ça fait depuis très longtemps que je voulais faire ce genre de contenu à propos de ce livre là, mais il tardait de sortir donc c'était impossible, mais là c'est bon, il y est, voilà, voilà. Alors la mauvaise nouvelle c'est que pas tout le monde pourra visionner cette fabuleuse vidéo puisque ce sera 100% spoil, mais la bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir me lâcher sur l'un de mes sujets préférés ever. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce vlog va se constituer sous la forme d'une sorte de lecture commune intemporelle. Cette vidéo va être divisée, répartie par tranches de chapitres et comme ça si vous êtes en train de lire ce livre là vous pourrez vous référer selon la répartition des chapitres comme si vous suiviez une lecture commune, comme ça vous voyez mes réactions durant ces chapitres là. Je sais pas si vous avez vu mon ancien vlog sur notamment les 3 premiers tomes. De base j'avais commandé le 4e tome il y a presque un mois et en fait la libraire s'était trompée dans la commande et m'avait recommandé le 1er tome de la saga que j'avais déjà. Donc j'ai dû réattendre 2 semaines, mais l'attente en valait la peine, même si c'était dur. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau! Oh mon dieu! J'ai envie de rougir. Oh, je suis shy. Est-ce que je mets... Oh, il y a Hosan. Oh, bref. Oh, regardez-moi, c'est merveilleux. Oh mon dieu. En plus, il brille. Est-ce que vous voyez qu'il brille? Genre, les petits trucs là, c'est beau. C'est si beau. Et à l'intérieur, les pages de garde. Voilà. Il y a des dragons, c'est-à-dire qu'on va voir Hawthorne, je sais, putain c'est mon personnage préféré mais j'arrive pas à prononcer son nom là. On va le voir sur son dragon, c'est incroyable. Oh, et il est beaucoup plus gros que les autres tomes. Alors au niveau de la largeur, ouais il est plus gros aussi, il est plus grand aussi. Alors j'avoue que là ça me peine un peu parce que du coup c'est pas accordé niveau taille avec, attendez, avec mes 3 autres tomes. Regardez ça. Il est plus grand. Mais bon, c'est pas grave, je l'aimerais quand même. Oh, ça fait trop bien, genre ça brille et tout, on dirait un truc de Noël. C'est trop bien. Au cas où, si vous n'avez pas encore regardé mon vlog sur Nevermore, n'hésitez pas à vous référer, comme ça vous avez mon avis sur les 3 premiers tomes, sur mon amour en général également sur Nevermore, parce que là j'ai peur de perdre trop de temps dessus. Enfin, c'est jamais une perte de temps, mais après au niveau montage, c'est très galère. Oh, waouh, c'est beau. Ça prie. L'histoire, elle va peut-être genre évoluer. Elle va prendre en maturité, elle va... Je sais pas. Mais en plus, de toute façon, si vous êtes en train de regarder, ça veut dire que je peux vous spoiler parce que vous avez lu les 3 premiers tomes. Morrigan, elle devient la disciple en quelque sorte de Ezra ou Erza. Erza, c'est en Fairy Tail. Ezra Squall. Bref, le Wanderer là. Et ça veut dire que peut-être que elle va un peu s'éloigner de sa famille, ou il va y avoir des démons en elle qui vont ressurgir, je sais pas, mais waouh! Oh my god! Ah moi je suis trop excitée à l'idée de le lire, mais là je peux pas le lire parce que en gros, là dans un peu plus d'une semaine je vais déménager et là j'ai emprunté des livres à la médiathèque pour pouvoir les lire et donc il faut que je lise ces livres là avant de déménager parce que du coup je vais quitter la ville et tout, donc... Bon, alors du coup je sais pas encore, j'ai pas encore pris connaissance des chapitres là à l'heure où je vous tourne. J'ai peur en fait de me spoiler, je sais pas s'il y a un sommaire dans la version anglaise. Il n'y a pas de sommaire, bah super. Je regarde c'est quoi le dernier chapitre. 57, ok. Il y a 57 chapitres, je vais me démerder pour essayer de répartir équilibrement. Et après je vous retrouve et on pourra parler des premiers chapitres. Peut-être que cette vidéo sera regardable quand le tome 4 sera sorti
chez Pocket Jeunesse en France, parce que peut-être que voilà, il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise en anglais. Et en plus, je trouve que la version en anglaise, enfin la version originale, même si c'est de la littérature jeunesse, je trouve que c'est parfois un peu difficile parce qu'il y a des tournures de phrases qui jouent un peu sur les mots ou qui sont, je sais pas, qui épousent un langage et des expressions auxquelles je suis pas du tout familière et je comprends pas trop parfois. Donc j'espère quand même que ça va pas être un frein non plus dans mon appréciation de l'œuvre, parce que parfois j'avoue que je prenais pas trop dans les automes. Mais après les automes j'essaie de découvrir en français, donc ça va, ça me pénalisait pas. Mais là c'est la première fois que je découvre Nevermore à travers le tome en anglais en premier. Donc voilà, on verra, j'espère que je vais bien comprendre. J'ai déjà trop parlé, mais je voulais vraiment faire part de mon engouement, même si je vais pas pouvoir le lire. Oh mon dieu, il est trop beau. En plus, il y a... Non mais regardez, il y a Hawthorne. Il est en train de... Il va chevaucher un dragon, il va se fight. Mon bébé d'amour. C'est qui votre personnage préféré dans Nevermore? Moi, c'est Hawthorne, même si j'adore les autres. Jacques, je l'adore. Jupiter, c'est mon mari, donc voilà. Morrigan, c'est ma fille, je l'aime d'amour. Je suis tellement fière d'elle. Je me sens tellement investie dans ce qu'elle vit. Mais Hawthorne, il me rappelle trop Luffy dans le sens où il a cette candeur, le fait qu'il soit détaché un peu des normes sociales et qu'il en fait qu'à sa tête, indépendamment des autres. Il vit selon sa loyauté, selon ses valeurs, selon sa pureté, je l'adore. Voilà, j'arrête de parler, on se retrouve pour les premiers chapitres quand je pourrai lire. Salut. Hey, bien bonsoir. Je crois que j'avais tourné l'intro de cette vidéo en juin-juillet. Là, on est le 6 octobre, le 7 octobre, donc il y a une grosse ellipse. Mais j'ai enfin commencé le tome 4 de Nevermore. J'ai enfin trouvé le bon moment, la bonne semaine. Je me dis là, c'est bon, je peux pleinement en profiter. J'ai lu que le chapitre 1. Donc pour l'instant, je vais parler que du chapitre 1. Juste la fin du chapitre 1. Comment ça, il y a un young rider, a bright young star of the dragon riding world killed before winter trials. On a tous pensé à Hawthorne, évidemment. Et je me disais non, c'est pas possible, déjà parce que c'est pas possible, et aussi parce que c'est pas possible, et troisièmement parce que j'avais vu un extrait sur l'Instagram de l'autrice où il y avait Hawthorne qui parlait, donc il n'était pas mort, parce qu'il y a une scène où il est là vivant normalement. Et là, au chapitre 2, c'est écrit 4 mois avant, c'est-à-dire là, on remonte dans le temps, peut-être pour montrer comment on en est arrivé là, à la mort de cette étoile montante du monde des dragonniers et tout. C'est pas possible qu'il soit ressort. Je suis sûre que c'est un quiproquo et je suis sûre que c'est juste l'autrice, elle veut nous faire flipper et ça marche efficacement. Mais je sais que c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais vraiment ce coup de flip dès le premier chapitre. Mais c'est pas possible, c'est Hawthorne, c'est genre le meilleur personnage. Sans lui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelle autre raison j'ai de lire Nevermore? C'est mon personnage préféré. Je suis en train de verser mes premières vraies larmes du tome. À la fin du chapitre 12, je vais finir les pages. Je vois rien. Je vois même pas la caméra. Oh. C'est le soir, donc j'attendrai demain pour faire un update du chapitre 11 à 12 inclus. J'ai de la mort, attendez, ça va mieux. Parce que là, c'est le soir et je suis pas très en état pour faire un bilan.
Là c'est la fin du chapitre 12 qui m'a mis dans cet état quand Jupiter du coup il avoue que il savait depuis le début que Morrigan avait de la famille maternelle et du coup Morrigan lui reproche de ne pas lui avoir dit parce que c'est tout ce dont elle rêve, c'est d'avoir une réelle famille. Et oh mon dieu, oh, quand je repense. Et Jupiter qui lui dit mais oui mais on est ta famille, on est une famille qui t'aime. Et Morrigan elle insiste, elle dit non ma vraie famille. La fin de famille qui est complètement brisée là. Et en plus, il y a comme... Oh mon dieu. Oh yeah. On est codé. On est qu'au chapitre 12 sur 57. Mais quand je... en fait, ça touche à mes cordes sensibles. Et en plus, là, ce sont des tropes de fin de famille hyper exti avec une fin de famille, des personnages que j'adore d'amour. Alors là, ça me tue. Mais du coup, quand Jupiter, il avoue qu'il n'osait pas en parler à Morrigan parce qu'il avait peur que Morrigan s'éloigne de lui en fait. Et du coup Morrigan elle le prend mal parce qu'elle dit ah mais ok t'avais peur en fait que d'autres gens m'aiment. Enfin t'es... Je me méfie de la famille en vrai. Je me méfie grandement. J'ai peur qu'il fasse du mal. Oh, cette scène elle était affreuse à lire. Elle était... Je pense que je vais m'arrêter pour ce soir. Je vais annoter un peu ce passage. Bon. Hello, je reviens, on est le lendemain, le mercredi 8 octobre. Et donc je vais faire le premier bilan de Nevermore du chapitre 1 au 12 inclus. Je reviens avec un esprit un peu plus posé, apaisé, même si je sais que là je redoute le fait de retrouver les personnages. En même temps j'ai trop hâte parce que j'ai pas envie de rester sur cette situation atroce entre Jupiter et Morrigan. J'ai envie de voir leur scène de réconciliation ou quoi, parce que je sais qu'ils vont se réconcilier, mais j'ai juste trop peur. Donc déjà pour le premier bilan, est-ce que je dois encore préciser le fait que ça m'a fait tellement du bien de retrouver les personnages. Vraiment, il y avait une myriade d'émotions qui m'assillaient, un mélange de tendresse, de joie, de bonheur. Au niveau de Morrigan, de l'héroïne, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit vraiment une évolution progressive dans ses rapports avec les autres, dans le fait qu'elle se sent de plus en plus à l'aise, mais c'est contrebalancé avec quelque chose de plus noir, le fait qu'elle n'assume pas ses choix, qu'elle a tendance à fuir ses choix, justement parce qu'elle a peur que sa nouvelle fin de famille, sa nouvelle famille qu'il accepte comme elle l'est, et ben en fait ne l'accepte pas totalement comme elle est si il découvre ce que elle a choisi de faire, c'est-à-dire de s'allier, de collaborer du moins avec Ezra Squall pour pouvoir affiner son pouvoir et explorer son potentiel de puissance. Parce que Morrigan, plus que n'importe qui, elle connaît et elle en a fait les frais du pouvoir destructeur et isolant du jugement extérieur. Elle a peur de se confronter à la limite de l'acceptation de ses amis, de sa nouvelle famille. Je comprends cette peur et du coup ça crée des moments où elle se sent coupable, en même temps elle a peur et du coup elle essaie de fuir parce qu'elle craint que sa véritable identité ne soit pas compatible avec les autres. Et en plus, elle baigne dans un environnement qui craint énormément Ezra Squall. Elle s'est fait lyncher en public une nouvelle fois verbalement par le comité de machin truc de connards là. Donc je comprends, mais du coup c'est pour ça que ça en est arrivé également à la scène dévastatrice entre Jupiter et Morrigan, mais une scène qui a été vachement en vrai bien préparée en amont, parce que dans le tome 3 il y avait la scène où elle enviait la famille biologique de Hawthorne, elle se sentait coupable, mais même si là elle avait trouvé une nouvelle famille, il y avait quand même quelque chose qui disait que oui, mais une famille de sang c'est peut-être plus important. Je pense que c'est ça aussi, c'est que du coup elle a peur que les bases sur lesquelles se repose sa famille de cœur, des bases où voilà c'est sur la communication, l'acceptation et tout, bah ça s'ébranle sous le fait qu'elle ne se confie pas et qu'ils vont finir par la rejeter parce qu'il la découvre sous un jour plus funeste dû à sa collaboration avec Ezra Squall. Et du coup elle veut s'ancrer dans une famille de sang parce qu'elle a peut-être l'impression que les liens de sang sont des marques plus concrètes d'une appartenance à une communauté, à une famille. Donc peut-être c'est pour ça que à la fin elle a rejeté Jupiter, parce que il y a ce manque de communication. Et
Oui, en fait, il faut juste qu'elle s'ouvre et je suis sûre quand Jupiter il va découvrir, il va être en mode mais Mog, mais t'aurais pas dû t'en faire pour ça, franchement, évidemment que je t'aime, même si voilà, tu as collaboré avec le mec le plus méprisable, le plus destructeur de la Terre entière, c'est pas grave. Et là, elle se rendra compte que Jupiter, ah, on a vraiment le moment où Jupiter, désolé, je pars dans tous les sens, mais putain, le moment quand Jupiter il avoue que c'est parce qu'il a peur, il avait peur qu'elle s'éloigne d'elle en révélant sa famille maternelle. Le fait de voir Jupiter sous un jour plus vulnérable, et pareil, c'est quelque chose que j'ai remarqué au tout début, quand Morgane elle se prépare pour la Black Parade là, et du coup elle voit Jupiter, elle essaie de lui faire coucou, elle voit que Jupiter il a une bougie, je crois, dans sa main, et ça représente un deuil qu'il est en train de vivre au sein de son équipe, de son unité. Ça diffère peut-être des autres tomes, parce que dans les autres tomes, comme Morgane, elle retrouve Jupiter, ce sont des retrouvailles qui sont plus joyeuses, qui sont plus chaleureuses, où c'est Morgane qui passe avant Jupiter. Mais là, on a un peu une entrée, un petit aperçu du background peut-être de Jupiter, donc peut-être que dedans, on en découvrira un peu plus, peut-être que Jupiter, il parlera de son histoire personnelle avec son unité pour montrer que les familles de cœur, en fait, c'est aussi fort, voire plus que les familles de sang. Et en parlant du coup de Jupiter, cette dichotomie entre Jupiter et Ezra comme figure de mentor pour Morrigan, bah, je trouve que c'est assez intéressant parce que d'un côté t'as Ezra qui voit en Morrigan comme un canal de pouvoir à exploiter, j'imagine pour lui parce que je pense qu'il entraîne Morrigan pas seulement par altruisme, et Jupiter lui qui est hyper protecteur envers Morrigan, enfin la scène où il s'élance dans la foule alors que Ezra lui il était en mode mais Morrigan qu'est-ce que tu fous, t'es une incapable, pourquoi tu te défends pas face à la foule qui t'agresse verbalement. Et juste après, t'as Jupiter qui lui montre une autre réaction. Lui, il s'élance pour protéger Morrigan. Et je me demande comment ça va être exploité, cette différence-là. Je crois que dans mon vlog lecture des précédents tomes de Nevermore, je disais que peut-être Ezra permettra de faire ressortir la vraie identité de Morrigan, ce qui est un peu le cas ici, parce que du coup, il répond un peu à son désir de mieux connaître ses pouvoirs et d'exploiter cette ambition-là. J'espère que dedans, on apprendra plus, que ce soit sur Ezra et sur Jupiter. Pour aller vers un horizon un peu plus positif, on va aborder des choses qui ont illuminé ma lecture, par exemple, pour en revenir encore à Jupiter, quand c'est un peu un papa inquiet, et vraiment avec des airs de daron, de daronne, inquiet avec le premier sleepover la première veillée de nuit, non c'est pas ça, pyjama party de Morrigan avec ses amis. Et c'était trop mignon, genre ils s'inquiétaient, en mode est-ce qu'ils ils ont tout, est-ce qu'ils vont nous juger. Enfin, tu sais, il faisait beaucoup attention à son image, à sa réputation, on aurait dit juste un parent normal. J'aime trop parce que Morgane elle dit souvent que Jupiter il a pas vraiment de temps à lui consacrer parce qu'il a 1 milliard de choses à faire, il a 1 milliard de casquettes, mais ce qui ne change absolument pas et ce qui même se renforce au fur et à mesure des tomes, c'est le fait qu'il se considère comme un père pour Morrigan, et du coup il a des réactions qui sont tellement banales mais du coup tellement attendrissantes en tant que papa, et ça montre naturellement de manière vraiment fluide à quel point c'est juste un papa. Le fait que Morrigan au début elle n'arrivait pas trop à se confier, puis au final si, et c'est beau aussi le fait qu'elle avait encore cette base de confiance avant que tout éclate à la fin du chapitre de 12 avec ses amis, genre Hawthorne et Cadence. Mais oh, j'adore leur relation déjà à deux, Hawthorne et Cadence, parce qu'en fait on dirait un duo de Grumpy Sunshine mais version amitié. Genre quelqu'un, tu sais, le même Someone Will Die et l'autre il dit Oh fun pour contrebalancer, bref. Et c'est totalement eux et ils sont trop hilarants ensemble. Genre Cadence qui est toujours poker face alors que Hawthorne il en roue libre à chaque fois. J'aime trop. Et à côté t'as Morrigan qui est un peu plus responsable et tout. Et le fait que Hawthorne et Cadence se positionnent constamment en tant que garde du corps en quelque sorte de Morrigan, parce que voilà, Morrigan elle est pas encore totalement acceptée. C'est trop mignon. Ça me fait craquer. Je sais pas, je vais voir. Et Hawthorne, mais vraiment mon personnage préféré, il est trop drôle. Et mention spéciale à Miss Cherry, la prof principale de l'unité de Morrigan. Elle est... Merci, elle est toujours là. Et en fait, elle connaît le pouvoir des mots dans l'affirmation de l'identité personnelle des élèves, des enfants, des adolescents qui sont en pleine construction, en pleine puberté et qui se cherchent encore. Et du coup,
elle lésine pas sur comment elle les qualifie. Elle dit tout le temps qu'ils sont extraordinaires. Elle dit que non mais Morrigan c'est l'un des éléments les plus indispensables de notre unité, elle est incroyable et tout. Et elle économise pas du tout ses mots pour appuyer sur le fait que ce sont des enfants extraordinaires pour booster leur confiance en eux-mêmes parce qu'ils en ont besoin. Et j'aime trop et elle est trop... Je suis trop contente. Voilà, là j'ai qu'une hâte, c'est de continuer. C'est de continuer. Oh, osez plus loin. J'ai l'impression de vous faire des confidences là. Chapitre 13, Hawthorne il dit qu'il va participer aux épreuves d'hiver, je sais pas comment ça va être traduit en français, Winter Trials. Dans l'annonce du premier chapitre, c'était une étoile montante du monde des dragonniers et a été tuée. Mais une étoile montante, là c'est pas que Hawthorne parce qu'il y a d'autres personnes, même si lui c'est plus jeune. Est-ce que ça précise que c'est plus jeune ou pas dans l'annonce? Le jeune athlète le plus prometteur. Mais ça dit pas que c'est le plus jeune athlète. Donc, c'est pas Hawthorne qui est mort, c'est un autre dragonnier. Désolée pour lui, mais tant que c'est pas Hawthorne, ça me suffit. Là, c'est le moment, chapitre 13, la fin. Peut-être que Morrigan va aller parler à Jupiter sur les conseils de Fenestra. Oh, c'est Jacques. Oh, je suis trop contente de le retrouver. J'aime trop Jacques, c'est mon bébé d'amour. Fin du chapitre 13. Mais Morrigan, elle le prend trop personnellement. J'ai l'impression qu'elle a trop de fierté et elle pense que Jupiter la fuit parce qu'il n'ose pas lui faire face et se confronter à ses erreurs à lui, alors qu'il a juste une mission urgente. Et donc Morrigan, c'est comme si elle souffrait de ne pas être en priorité. C'est peut-être ça aussi, le fait que elle a envie que Jupiter lui prouve son amour pour elle et qu'elle est plus importante que tout, comme pour une famille de sang. Ouais, mais du coup, c'est... J'arrête, je parlerai après parce que sinon ça durerait des heures. Fin du chapitre 17. On a notre mort. Et donc, c'est pas Hawthorne. Et je suis grave soulagée. En fait, je savais que Hawthorne n'allait pas mourir, mais je sais pas, il y avait quand même cette inquiétude qui me pesait dans mon cœur. En tant que mère adoptive autodéclarée de Hawthorne, c'est normal que je m'inquiète pour le moindre soupçon, quoi. Mais en plus, le mec qui est mort, du coup, c'est le mari. Et il a trompé, et donc il méritait, je pense, de mourir. Enfin, bref. En vrai, j'avais peur que ce soit un mec gentil, du coup, qui meurt et tout. Mais non, ça va. En fait, genre quand ça a été dit que ouais, on était la veille des épreuves d'hiver et que du coup lui, le mari, c'était un dragon rider et tout, j'étais en mode c'est lui qui va mourir, c'est sûr, parce que c'est un mariage, c'est sûr qu'il va y avoir un truc qui va faire que il y aura des péripéties. Du coup, je suis rassurée que mon hypothèse se soit confirmée et au moins c'est pas Hawthorne qui est mort. Je peux continuer ma lecture de manière un peu plus apaisée, même s'il y a encore tout le drama avec Morrigan, Jupiter et Jacques. Mais au moins avec Hawthorne, ça va. Il va pas mourir pour l'instant dans cet tome, normalement.
début chapitre 24. Putain, il y a enfin Jupiter. Jupiter, il est enfin là. Ça fait je sais pas combien de temps que j'attends. Ça fait depuis ce matin. Bon, c'était depuis quelques heures, mais j'ai l'impression qu'elle a disparu depuis une éternité. Le chapitre, il s'appelle Return and Retreat. Je pense qu'ils vont pas avoir le temps de discuter. Et là, il va devoir repartir parce que là, en fait, il se retrouve mais dans le bureau de la meuf Holiday, là. Et... Je suis dévastée. Je suis dévastée. Jupiter, en voyant Morrigan, il voulait se précipiter pour l'étreindre. Et au final, c'est devenu un peu awkward. Du coup, il s'est rétracté. Et... cette relation de père-fille va me détruire. Je suis trop fragile. Je suis comme Morrigan un peu, et comme Jupiter, je suis un peu sur les nerfs et j'appréhende un peu. Moi j'ai juste une envie, c'est qu'ils se sautent dans les bras l'un de l'autre et qu'ils se parlent, ils communiquent. Ils vont aller manger. Ce n'est pas Jupiter qui a battu en retraite, c'est Morrigan. Je vais juste me noyer quelque part. On est l'après-midi et je vous retrouve pour un rapide, je l'espère parce que je parle trop, un rapide bilan du chapitre 13 au 24 inclus. Et j'ai bien divisé mes sections de lecture parce que là, jusqu'à maintenant, bon il n'y en a que 2, mais jusqu'à maintenant quand même, à chaque fin de section de lecture, le dernier chapitre, il contient une scène dévastatrice entre Morrigan et Jupiter. Parce que là, encore une fois, ça s'est pas encore amélioré, c'est encore hyper angsty. En dehors de ça, il y a un mort, youpi. C'est un connard qui est mort, un cheater, donc on s'en fout. Mais en même temps, ça me pose pas mal de questions parce que j'aime trop. En fait, là, l'enquête, je suis investie dedans parce que je me pose des questions. On a une liste de suspects potentiellement intéressants à déblayer, mais il y a ce facteur-là, ce facteur qui rend le truc encore plus intriguant, encore plus curieux, qui est le fait que ce soit un dragonnier ou une dragonnière qui a réussi, qui a été assez compétent pour chevaucher un dragon qui est normalement indomptable. Du coup, je te dis oui, mais qui peut être comme ça, mais en même temps, on n'a pas assez d'éléments jusque-là, on connaît pas assez les dragonniers à part Hawthorne, et voilà. Ça me frustre parce que je peux pas faire mes propres hypothèses, je sais pas ma théorie, mais j'y crois tellement pas. Je me dis c'est peut-être Nan, du coup la mentor de Hawthorne, parce que elle est super talentueuse comme dragonnière, c'est la seule qu'on connaît pour l'instant. Elle voulait évincer le dragonnier, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est mort, on va dire la victime du concours, comme ça toute la lumière est mise sur Hawthorne, je sais pas. Mais en même temps non, puisque ils sont pas du même gabarit en termes de niveau. Je dis vraiment n'importe quoi, mais j'essaye en fait, tu vois. Également au niveau des suspects, il y a le frère de la victime. J'ai directement flashé sur lui, sur le frère, alors qu'il a pas, je crois qu'il a même pas parlé, à peine, s'il a parlé peut-être une fois. Morrigan le décrit comme quelqu'un de sombre, de trop sérieux, enfin en tout cas qui contraste totalement avec la personnalité ultra solaire, lumineuse de son frère, de la victime. Et moi j'ai tendance à m'attacher à ce genre de personnages qui sont plus en retrait, qui sont décrits comme introvertis, et là il est décrit même comme désagréable, comme ayant une mauvaise réputation. Donc je me dis là qu'il est peut-être incompris comme gars, et donc il m'intrigue. Et je me dis c'est pas possible que ce soit lui le coupable. Et je me dis c'est trop gros parce que ça va jouer un peu sur le cliché en mode oui, du coup il voulait évincer son frère de la compétition parce qu'il était jaloux de lui, parce que son frère il est très populaire par rapport à lui, enfin un truc déjà hyper redondant, hyper revu. Mais ce gars il m'intrigue quoi, du coup j'aimerais bien apprendre à le connaître. Au niveau des autres personnages, Cadence elle est
hyper à fond dans l'enquête, c'est elle qui a ouvert l'enquête dans son unité parce qu'elle avait déjà prédit que Morgan allait faire partie des suspects. Cadence c'est une queen et en plus c'est un peu mon animal totem parce que la manière dont elle a réagi à la mort est en mode bon bah ouais RIP, espèce de connard. C'est totalement ce que je me suis dit, j'étais en mode bon bah oui bon voilà RIP mais bon c'est un connard donc bon. Ça c'est ma fille. Hawthorne, il a ouvert les épreuves d'hiver, là il a fait un truc de malade, il était le meilleur de sa bande et tout, il en a mis plein les mirettes. Quant à Cadence et Morgan qui l'accueillent à la fin, qui font des ovations pour lui, et il est trop touché, c'est trop mignon. J'adore leur amitié et ça m'a fait tellement fondre. Je les aime trop et Hawthorne, j'ai trop hâte de le voir quand ils sont en dragonnier parce que il est trop impressionnant. Par rapport à la famille maternelle de Morgan, j'ai pas un bon feeling. En fait, moi j'ai peur que les tantes et la grand-mère projettent leur deuil sur Morgan et également le fait qu'elles veulent utiliser Morgan pour redorer l'honneur de la famille comme la mère de Morgan, c'était apparemment elle a un peu entaché leur blason. Donc j'ai peur qu'elles utilisent Morgan un peu pour la réputation ou pour leur deuil ou quoi et j'ai peur que Morgan à la fin soit déçue de comment sa famille maternelle aperçoit parce que là elle passe beaucoup d'attentes sur elle, ça j'ai peur. Aussi c'est une famille et une société qui se base énormément sur l'apparence, pareil dans le monde des dragonniers, enfin c'est beaucoup dans le prestige, la réputation, ouais l'étiquette sociale et tout. J'ai pas envie que Morgan et Hawthorne y baignent dans ce genre de trucs parce que c'est vraiment pas du tout en accord avec leur personnalité quoi, donc je suis pas à l'aise à chaque fois que Morgan elle est même au mariage, rien que le fait d'être à un mariage où tu connais quasiment personne, ça m'a trop angoissée pour elle, du coup j'ai pas réussi à profiter des maigres moments de célébration, de bonheur, mais sinon à ce mariage, Morgan elle s'est fait des potes, elle s'est fait ses deux jumeaux et ils avaient l'air trop sympas avant qu'on apprenne que ce soit les enfants de Laurent Saint-Louis. Et du coup, Morgan, elle a paniqué, elle s'est enfuie parce qu'elle s'est dit que peut-être que ces adolescents-là se sont rapprochés d'elle justement pour pouvoir lui soutirer des informations pour leur père qui est l'un de ses plus grands ennemis à elle. Donc elle sait plus à qui faire confiance, mais moi je pense pas, je pense que peut-être ouais le gars c'est un bon père pour ces deux jumeaux là. Et les jumeaux ils savent pas, peut-être que les jumeaux ils vont réussir à couper cette transmission de débilité de leur père. Peut-être qu'ils seront plus ouverts d'esprit. Donc j'espère quand même qu'ils vont devenir potes. Et c'est tout, je crois. Je vais continuer ce soir. Et... oh, mais vraiment le pitch là entre Jupiter et Morgan. Même si et Jupiter il est décrit comme particulièrement fatigué, enfin il est plus négligé, il a plein de choses à faire et puis j'imagine qu'il s'inquiète énormément pour sa relation avec Morrigan, pour Morrigan elle-même. Il me fait trop de la peine. Pareil, Morrigan va tout. Bon, je vous laisse. Non. Le chapitre 27. C'est un cauchemar. C'était d'une telle violence en fait. Morrigan, elle réfute toute l'autorité que Jupiter pourrait avoir sur elle, même la moindre responsabilité, la moindre charge de responsabilité qu'il pourrait avoir sur elle en tant que parent. Elle lui renvoie tous les ordres qu'il lui a dit pour la garder, pour la punir, pour ses mensonges. Et avec une telle violence, elle veut vraiment se détacher de lui. Comme si Morrigan pensait ne jamais avoir été sur la même longueur d'onde que Jupiter. Du coup là Morrigan elle explose parce que elle s'est sentie pas prise en compte dans les décisions de Jupiter parce que Jupiter n'a pas laissé le choix de choisir sa famille en cachant le fait qu'elle avait encore de la famille maternelle. Ah en fait j'aime bien parce que du coup les personnages ouais ils sont imparfaits et je comprends les deux camps quoi. Je pense que j'ai trop tendance peut-être à idéaliser Jupiter. Parce que pour moi c'est vraiment un modèle, c'est genre mon crush aussi. Et j'ai peut-être donc du mal à conscientiser véritablement ses torts. Même si je sais que ce qu'il a fait c'est mal, mais j'ai tendance à le voir comme plutôt touchant. En même temps je comprends Morgan, mais juste la violence de la scène, elle m'a... Et Jupiter l'a sauvé à un point intéressant également, c'est que il a peur en fait que
la mère de Morrigan avait des raisons justes de fuir leur baraque. Et donc il a peur de laisser Morrigan y aller parce qu'il a peur que Morrigan se prenne à son tour dans une sorte de piège peut-être familial. En fait, comme on est du point de vue de Morrigan, on n'a pas encore toutes les clés de compréhension. Peut-être que on comprendra à la fin avec Morrigan vraiment quand la brèche s'ouvrira, quand Jupiter et Morrigan pourront mieux communiquer ensemble. On comprendra mieux Jupiter, ses intentions. Et là, ça veut dire, enfin vraiment, Morrigan, elle est en mode, bah non, Jupiter, Jacques, l'hôtel, c'est pas ma vraie famille, quoi. Il est super ce tome, hein. On est le lendemain, le jeudi 9 octobre, et je suis au chapitre 35. Et donc Morrigan, là, elle se fait chier chez ses tantes pour Noël. Du coup, elle va rendre visite à l'hôtel pour aller voir les batailles de boules de neige ou quoi. J'ai peur que ce soit encore un chapitre infructueux dans le sens où il n'y aura pas de progression, il n'y aura pas d'amélioration dans la situation qu'elle a avec Jacques et Jupiter. Je compte sur la magie de Noël. J'ai jamais cru en la magie de Noël, mais là j'y compte, je prie fortement. C'est pas que je me fais chier, mais vraiment comme je suis pas à l'aise dans la maison de la tante Margot et machin truc et tout, et bah j'arrive pas à profiter, j'arrive pas à être contente pour Morrigan parce que je suis sur mes gardes. Morrigan, elle a sa meilleure vie avec ses tantes, cool, mais moi j'ai pas ma meilleure vie. Moi, l'hôtel, il me manque le quotidien avec... Putain, il s'appelle comment? Avec, bref, les domestiques, je les aime trop. Je me souviens pas de leur nom, mais je vous assure que je les aime trop. Là, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Jacques aussi, on l'a plus vu. Mais donnez-les-moi, là. Il me manque ma véritable famille. J'espère qu'il y aura des apparitions, des retours miraculeux dans ce chapitre. Là, donc, on découvre la décoration pour Noël de l'hôtel et c'est beaucoup moins extravagant que d'habitude, c'est beaucoup plus sobre, beaucoup plus dans l'élégance et ça ressemble pas du tout à Jupiter. Je suis très forte en théorie et mon hypothèse donc c'est que Jupiter il est au bout de sa life et il est super triste d'avoir perdu Morrigan et du coup il s'est pas forcément battu avec Frank le vampire pour faire valoir ses goûts à lui. Et là, Morrigan, elle se dit, ah bah peut-être que là, même Jupiter, il est même pas ici, il est en mission. Et ça lui fait mal au cœur, mais elle essaie un peu d'être dans le déni, de dire, non mais je suis venue là que pour voir les décorations, j'espérais pas voir Jupiter, pas du tout. J'ai les larmes aux yeux parce que du coup là, Morrigan, elle aperçoit... bah, toute la clique de l'hôtel, quoi. Il y a Jacques, avec Charlie et Martha, c'est ça, je me rappelle plus des noms. Vraiment, là, de les revoir en famille, ça me touche parce que ça me rappelle à quel point ils m'ont manqué. Et que c'est ça, en fait, le vrai charme de Nevermore. Ah, Morrigan, ouvre les yeux. Ok, du coup, là, Morrigan, elle est en train d'évoluer mentalement, de prendre ses coronesses et d'aller parler à Jupiter. Jupiter est en train de parler avec quelqu'un dans son bureau. Jupiter, c'est quand même le genre de mec à petit dans les murs quand il est pas content. Et ça, on sait que c'est un geste de gros ego blessé, de mâle alpha qui s'autoproclame comme le maître de l'univers, je sais pas quoi. Mais après, là, Jupiter, il a ses raisons, je suis sûre. Je suis prête à tout lui pardonner. Non. Ok, alors, apparemment c'est le père de Jacques, contre qui il s'engueule parce que du coup il dit que c'est son frère. Et Morrigan a dit que elle connaît cette voix. Qui est-ce qu'on connaît? Genre l'ange qu'on avait vu dans le tome 2. Peut-être un mec de l'aristocratie des Silver là. Sunny? Je sais pas, on verra.
Ah non, c'est peut-être pas le père de Jacques, mais c'est genre un membre de son unité et du coup il le considère comme son frère. Ok. Non, on n'a pas. Tout ça pour ça, on n'a même pas l'identité. Elle est tombée sur Jacques et il a l'air soulagé de la revoir de retour. Du coup là on a appris la raison des absences de Jupiter. Il cherche les parents de Jacques, qui était donc sa sœur de cœur, enfin sa sœur, une femme qui était dans son unité, et le père de Jacques. Et c'est pour ça qu'il multiplie les missions en espérant de pouvoir les retrouver, et également qu'il reste dans la ligue, alors qu'il n'aime pas du tout les valeurs, les principes, mais il y reste pour avoir cette chance-là, pour avoir les moyens de poursuivre ses recherches. Alors déjà, j'ai du mal à parler. J'ai la gorge nouée. Déjà Jacques, il me fait énormément de peine, évidemment. Et je suis contente qu'il ait trouvé quelqu'un comme Jupiter, que Jupiter lui permette encore de se créer plein de souvenirs. J'ai une équipe cool. Non mais Jupiter, il est incroyable, il est pas parfait, mais pour moi il est parfait dans le sens où là par exemple il fait tout ça, mais il le met pas forcément en avant, genre on connaît tout ça au bout du 4e tome, parce qu'il veut pas se placer sous un beau jour pour Morrigan ou quoi, il le fait vraiment par bonté de cœur, et il veut préserver Morrigan des problèmes, et ça va être hyper dur pour lui, parce que du coup il doit jongler entre le fait d'être là pour Morrigan et ces missions là pour Jacques, et également le fait d'être là pour Jacques, pour les autres. Et quand Morrigan lui reproche ses absences, en fait c'était pour tout ça. Et là Morrigan et Jacques ils ont réussi à se parler, à se rendre compte du fait qu'ils avaient du mal à se projeter l'un pour l'autre. Du coup là ils arrivent à faire preuve d'humilité, de compréhension, d'empathie, et de faire un pas vers l'autre. J'aime trop parce qu'ils arrivent à mûrir, à rendre compte de leurs limites, pour les dépasser, pour être là l'un pour l'autre. Je suis là chez elle. Il se fera câlin. Oh. Donc, je viens de finir le chapitre 35 et je pense que je vais m'arrêter à là pour cette section-là, parce que ça fait déjà pas mal de pages. Et j'ai envie pour une fois de m'arrêter sur une bonne note, même si on dirait pas ma tête. Mais la première section, il y a eu grosse dispute avec Jupiter. Deuxième section, grosse dispute. Enfin, grosse dispute, je sais pas, mais bref, ils sont séparés. Et là, troisième section, au moins réconciliation entre Morrigan et Jacques. Et on en apprend plus sur la famille de Jupiter et Jacques. Du coup, ça, j'ai adoré vraiment ce chapitre. Là, le fait que Morrigan s'est confié, que Jacques également a confié son projet de partir, de voler un bateau plus tard et d'aller à la recherche de ses parents seuls. Quand il a dit ça, j'étais mais c'est hyper dangereux. Mais en même temps, en fait c'est comme voir tes enfants se faire des projets, et c'est plus ou moins dangereux, mais il faut peut-être les accepter. Bref, je reprends mes esprits et je vous ferai un petit bilan de cette section.
Donc je vous retrouve en étant plus apaisée pour le bilan du chapitre 25 au 35 inclus. Déjà au niveau de l'intrigue, j'avoue j'ai du mal à profiter des moments que Morgane passe avec sa famille maternelle quand elle essaie d'explorer l'héritage de sa mère, parce que comme elle est en train de se détacher, de se distancer de sa famille de cœur, de sa famille avec Jupiter, Jacques et même de ses amis, on a de moins en moins de scènes entre eux. J'arrive pas à profiter, j'arrive pas à ne pas être amère. Il y a des moments où par exemple ses tantes sont très gentilles, où Morgane elle est très touchée, et moi dans un coin de ma tête, de manière presque toxique, je me dis oui mais Jupiter, il a été comme ça avec toi, il a été le premier à être comme ça avec toi, même sans lien de sang en fait. Il t'a accepté comme tu es, et le fait qu'elle accorde, j'ai l'impression, plus d'importance à ses tantes qu'il accepte plutôt qu'à Jupiter, ça me fait mal, même si je comprends, parce que le fait d'avoir une famille biologique qui l'accepte, qui l'aime, contrairement à ce que lui ont fait subir sa belle-mère et son père, c'est très touchant. Mais pareil, les moments où elle est en train d'être sur les traces de sa mère pour dénicher quelques petits renseignements sur comment elle était en tant que personne, c'est touchant. Mais comme à part ça, il y a également le déchirement familial avec Jupiter et Jacques, et à chaque fois je suis amère et j'arrive pas à profiter à 100% et à être heureuse pour Morgane à 100%. Et puis comme je l'ai dit, j'éprouve de grandes suspicions vis-à-vis de la famille maternelle, parce que je sais pas, leur fonctionnement, le fait qu'en fait elles sont de plus en plus contrôlantes vis-à-vis de Morgane, puisque elles vont lui établir un planning duquel Morgane a du mal à s'extraire pour se vaquer à d'autres occupations, par exemple à ses entraînements, au fait d'aller voir ses amis, et au final elle est enfermée comme elle avait peur d'être enfermée par Jupiter quand il a essayé de la punir à cause de son manque de conscience. Mais pour la famille maternelle c'est encore plus vicieux, parce que du coup elle l'enferme dans un cocon de tranquillité, d'apaisement, en tout cas en apparence, ce qui fait que Morgane a l'air de plus en plus passive, elle ne voit pas le temps passer, elle se laisse juste porter sans avoir vraiment d'esprit critique ni de prise d'initiative. Pour l'instant, j'attends juste que mes suspicions soient confirmées. L'idéal, ce serait que Morgane elle arrive à combiner ces deux familles et à pouvoir être parfaitement entourée sans devoir faire de compromis, sans devoir se distancer de sa famille de cœur pour aller vers sa famille de sang. Donc là elle essaye un peu de s'adapter, j'imagine, de trouver une bonne routine pour combiner les deux, mais j'aurais du mal à voir comment sa famille maternelle pourrait s'entendre avec sa famille de cœur, parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes habitudes, les mêmes modes de vie, les mêmes valeurs. Donc ça va être compliqué. Je pense vraiment qu'il y a un truc qui cloche aussi. Au niveau du meurtre du dragonnier, moi je soupçonne la tante Margot. Alors ça semble un peu trop, je pense. Je pense que c'est pas ça, mais mes suspicions portent sur elle, parce qu'elle avait l'air de désapprouver l'union entre les deux jeunes mariés. Et ça se voit qu'elle est à double tranchant, cette dame, dans le sens où d'un coup elle peut être super douce, mais si tu vas pas dans son sens, elle est très aigrie quoi. Peut-être que, je sais pas, elle a un pouvoir qui fait qu'elle chevauche bien les dragons, je sais pas. Par rapport à la dispute avec Jupiter, alors en fait vraiment cette section ça a été riche en émotions, parce que ça contenait à la fois le pire chapitre ever depuis les 4 tomes là, et le meilleur chapitre ever depuis le début de ce tome. Donc pour la dispute avec Jupiter, en tant qu'adulte, donc j'ai tendance à plus me positionner pour Jupiter plutôt que pour Morgane, parce que j'arrive à comprendre Jupiter, et la manière dont Morgane a rejeté toute forme d'autorité de la part de Jupiter, ça a été d'une violence, et je comprends qu'elle puisse être blessée, et j'essaie d'être plus nuancée dans ma vision de voir les choses, parce que là je penche un peu trop de la part du côté de Jupiter, parce que Jupiter pour moi c'est genre un modèle, mais je sais qu'il a ses torts, et je sais qu'il n'est pas parfait, mais j'attends d'avoir une scène où vraiment ils peuvent parler à cœur ouvert, qu'il n'y a plus de secrets, qu'il n'y a plus de manque de confiance en l'un ou en l'autre ou en soi, et que vraiment ils parlent de la complexité de leurs sentiments, de ce qui les anime, parce que là j'ai un peu plus de mal à cerner Jupiter, parce que Morgane elle disait du fait que Jupiter, sous couvert d'altruisme, de sollicitude, il peut peut-être cacher des sentiments moins noble entre gros guillemets. C'est pas un truc qui me dérange, mais il faut juste que Jupiter peut-être l'admette, ou alors c'est juste Morgane qui voit tout ça comme ça parce que voilà, elle sait plus en qui elle peut avoir confiance, puis elle s'est sentie trahie par Jupiter, et en fait comme on est du point de vue biaisé de Morgane, je sais plus, mais Jupiter, je me dis peut-être que là le fait qu'elle garde ses distances avec Morgane
bah, ça peut lui permettre de mieux réfléchir sur comment il doit se comporter et comment il doit accepter Morrigan. Parce que Morrigan, même si elle n'est qu'une adolescente et donc encore une enfant, c'est vrai, mais elle a quand même le droit de faire ses propres choix et peut-être qu'il vaut mieux l'écouter, Morrigan, dans, je sais pas, dans ses actions, dans ses prises d'initiative et l'accompagner. Enfin, c'est ce que Jacques décide de faire dans le chapitre 35. Le fait de, certes, ne pas vraiment apprécier, loin de là, l'entraînement avec Ezra Squall, mais au moins il l'accepte, il reste présent si Morrigan a besoin de lui. Donc voilà, ça c'est un bon compromis, mais je sais pas, c'est dur. C'est dur. J'avais également imaginé un truc parce que du coup on a plus appris sur le Guiltgast. Je sais pas trop comment ça va être traduit en français, genre celui qui bouffe la culpabilité des gens. Imaginez, il bouffe la culpabilité de Jupiter à un moment donné. Et on sait que c'est hyper dangereux parce que soit du coup ça tue la personne, soit ça le dépouille de tout sens d'humanité, de sa boussole de morale humaine. Imaginons un tel sacrifice. Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. Ça serait vraiment si l'autrice c'est une putain de sadique, mais non. Je pense pas qu'elle irait jusque là. En fait, j'ai peur. À chaque fois, j'ai peur, comme pour au début, quand je pensais que Hawthorne il allait mourir, alors que non, évidemment qu'il allait pas mourir. Je vais revenir sur le meilleur chapitre de ce tome, chapitre 35, le fait que Jacques et Morrigan, ils ont eu ce moment où ils ont pu parler à cœur ouvert, où Jacques il a pu enfin parler de son histoire avec Jupiter, où ils se sont montrés vulnérables, où ils se sont remis en question, où ils se sont excusés, où ils ont fait un pas, deux pas, des câlins l'un vers l'autre. Non mais vraiment le câlin. En fait c'est ça que j'adore dans leur relation, c'est que c'est vraiment une relation fraternelle, développée de manière tellement naturelle, parce que c'est vraiment de manière progressive. Du coup ça me tient un peu en haleine, parce que à chaque fois j'ai trop hâte de la prochaine scène entre eux deux. Et là, mais le câlin, c'est trop bien parce que Jacques, c'est tellement un grand frère parfait pour Morrigan. Ils ont tellement une relation fraternelle, mais c'est tellement accurate en fait. Non, mais vraiment, la dernière scène du chapitre 35, quand Morrigan, elle voit l'enfant blessé à travers Jacques, et du coup, elle va lui faire un câlin. Donc au final, c'est vrai que dans le chapitre 35, il n'y a pas eu la réconciliation entre Jupiter et Morrigan, mais en tout cas il y a eu la scène entre Morrigan et Jacques et j'aurais pas pu rêver mieux. On a appris des choses, on a appris sur Jupiter aussi, le fait qu'il a été tellement altruiste, enfin il est tellement c'est l'homme parfait. J'aime bien l'amitié qui se développe avec entre Morrigan et Louis et Lottie, je crois. Louis il est adorable quand il dit qu'il avait reconnu Morrigan au mariage mais qu'il n'osait pas le lui dire parce qu'il avait peur de passer un peu pour un fanboy et que elle vit tellement de choses extraordinaires sûrement en tant que Wundersmith qu'elle se disait qu'elle se souvenait pas de lui ou quoi. Et bref, c'était trop mignon, c'était des petits moments comme ça, des petites touches de maladresse qui rendent les personnages tellement humains et tellement vivants et tellement colorés. Morrigan, du coup, elle passe de moins en moins de temps, je trouve, avec Hawthorne et Cadence, et ça me manque. J'attends qu'elle arrive à combiner ses cercles d'amis parce que je pense, enfin, Louis et Hawthorne, ils s'entendraient tellement bien. Genre, ce serait vraiment les best pros, ils feraient n'importe quoi ensemble, ce serait trop bien. On se retrouve pour les prochaines réactions. On est le soir, je suis au chapitre 42. Et j'avoue, j'étais un peu en train de m'endormir, juste parce que voilà, c'est le soir, que j'ai pas eu ma sieste de l'après-midi. D'ailleurs, pour l'enquête sur le meurtrier, je pense que c'est Tobias. Je sais pas pourquoi, parce qu'il a l'air assez inoffensif, et du coup, il est pas du tout soupçonné en ce moment, du coup je me dis c'est peut-être lui. Mais je saurais pas pourquoi, j'ai aucun argument, c'est juste au niveau des vibes. Il m'inspire comme le prof dans le tome 2, qui au final était un traître et était au service de Ezra Squall alors qu'il était tout gentil. Mais je reprends parce que là, Morrigan, elle vient de foncer dans Jupiter et du coup leurs chemins se recroisent de nouveau. Et je suis en train d'être tenue en haleine. Jupiter du coup il s'exclame « Oh Mog !» et après il se reprend pour redire son nom en entier parce que la dernière fois Morrigan l'avait repris et rien que ça, rien que ce petit détail, ça me pulvérise le cœur, j'ai envie de mourir. Non, on va voir. Oh. Fenestra. Fenestra, la petite tsundere, vraiment, genre, parce qu'elle était venue rendre
visite à Morrigan, à la maison familiale là, en disant que c'était Jupiter qui l'avait envoyé alors que non, c'était elle-même parce que... Oh mon dieu, c'est trop mignon. Je vais pleurer. Je suis en train de pleurer. Jupiter, il dit que ouais, dimanche, c'est l'anniversaire de Morrigan. Et Morrigan, elle a genre une fête. Enfin, il y a sa famille maternelle qui est en train d'organiser un bal pour son anniversaire. Et ça me saoule parce que j'imagine que c'est surtout pour les apparences. Ça va pas avoir la même saveur pour familial, convivial, pour moi, que si c'était Jupiter. Enfin, vraiment, les fois où Jupiter, il organise des anniversaires, c'était... Celui du tome 2, je crois. Oh, c'était magnifique. Je m'y voyais dedans et c'était trop beau. Voilà, j'arrête de parler. Il n'y a rien qui va. Jupiter, il dit que voilà, il fait de son mieux pour garder ses distances avec Morrigan comme elle a voulu, pour ne pas empiéter dans son espace personnel et la laisser vivre, et ça c'est trop mignon. Et là, il est tombé sur la feuille de recherche avec le nom des suspects, leurs alibis et tout, ce qui montre que Morrigan, elle l'enquête encore dessus alors que pour lui c'est dangereux. Et... on était à ça, on était à ça de... peut-être pas d'avoir une réconciliation, mais de finir sur un happy ending et qui se sépare sur de bonnes vibes pour une fois. Pour une fois. Et non, et non. Au moins ça m'a réveillée là. On va jamais s'en sortir, hein. On est à la page 429, ça fait 400 pages que la situation déraille entre eux. Ok, donc le chapitre 43 il s'appelle Trésor et en guise de dessin c'est le chandelier, je crois, enfin tu sais la lampe, non c'est pas une lampe, bah bref un chandelier. Comment on appelle ça déjà, des trucs lumineux là, en forme de corbeau du coup qui décore le hall de l'hôtel. J'ose espérer un chapitre à l'hôtel où Morrigan va retrouver sa famille de cœur. Je l'espère. Dans le chapitre 43, il ne s'est rien passé, mais chapitre 44, les lettres de Jupiter. J'ai peur à chaque fois de trop pleurer maintenant. Jupiter, il observait Morrigan, il parle du fait qu'il a tout de suite vu que c'était quelqu'un de gentil, de super, voilà, et Morrigan elle est super émue. Et là dans la lettre, Jupiter il dit que son neveu Jacques c'est sa plus grande source de joie et de réconfort, et que l'avoir à ses côtés, même si il n'a plus sa sœur ou la mère de Jacques, et bah, ça va sauver la vie. Le fait que Jupiter il ait dû souffrir autant. Putain mais c'est ça. Oh les ça n'a pas encore été confirmé, mais du coup Jupiter il voulait sans cesse demander à la grand-mère de recueillir Morrigan, mais comme ces lettres restaient sans réponse, du coup il a décidé de l'adopter lui-même en fait. Et là, comme par hasard, t'as la famille qui surgit de nulle part, qui est en mode ah mais on savait même pas que tu t'existais, vas-y viens dans notre famille ou je sais pas quoi. Ou alors les tantes ne savaient pas, c'est juste la grand-mère qui, je sais pas. Dernière lettre de Jupiter à la grand-mère là. Elle est constamment entourée de personnes qui l'aiment parce que c'est extraordinairement facile de l'aimer. Et vous ne savez pas, vous ne le saurez jamais et vous ne la méritez pas, vous ne l'avez jamais mérité. Jupiter, c'est la meilleure famille dont aurait pu rêver Morrigan quoi. C'est...
Tu peux pas avoir mieux comme père que Jupiter. Non, oh, cette punchline. Là, Jupiter, il a révélé que la tante Margot connaissait l'existence de Morrigan bien plus tôt que ce qu'elle a admis à Morrigan. Du coup, j'imagine que quand elles ont accueilli Morrigan, elles ont révélé leur lien de parenté. Jupiter, il voulait pas avouer tous ses efforts pour essayer de les mettre en contact parce qu'il voulait pas faire de la peine à Morrigan en dévoilant que sa famille a été dans le déni depuis le début, a toujours refusé depuis des années de l'accueillir parce qu'il voulait pas faire de la peine à Morrigan et qu'il voulait lui laisser cette chance-là de rencontrer sa famille. Et c'est ça, je sais pas, attendez, je finis le chapitre. Oh Dieu, mais... J'ai une confession à faire, on est entre nous, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo parce que c'est une vidéo assez restreinte comme c'est des spoils et tout. Quand Jupiter, il s'énerve, ça me rend toute chose. Il a confirmé dans sa lettre que il voulait laisser la chance à Morrigan de découvrir une famille biologique de son sang et que c'est pour ça que voilà il a caché tout ça. Et à la fin il menace en disant que si elles osent s'en prendre à Morrigan, lui faire du mal, il viendrait et il détruirait tout dans leur vie avec une sauvagerie dont elles n'arriveraient même pas à imaginer. La menace, elle se déroule sur plusieurs lignes en mode, je sais pas comment traduire, mais bref, il va tirer porte toute leur existence, etc. You will spend every minute of every day until your dying day weeping for what you can never get back. Après oui, c'est-à-dire là il a menti à Morrigan mais c'était pour son bien. Ça veut dire, je suis en train de réaliser, ça veut dire qu'en fait il s'est fait détester par Morrigan mais il a quand même tenu bon, il a pas avoué que, enfin voilà tout ça quoi, que sa famille était une famille de connasses. Il a accepté de se faire détester par Morrigan pour lui laisser la chance de revoir sa famille, de pouvoir développer des liens avec sa famille biologique. Je suis désolée, mais Jupiter, le meilleur personnage en fait. Waouh! Mais waouh! Mais oh ce chapitre! Oh, chapitre 47. Morrigan, pour son anniversaire, elle va faire un gâteau pour Jupiter. C'est genre un peu une marque de prise en maturité, comme les autres fois c'était Jupiter qui faisait ses gâteaux. Oh my god, oh non. Oh non, me dis pas que du coup là elle voulait aller à la cuisine pour aller stocker le gâteau en attendant de pouvoir le lui offrir. Et là je crois elle tombe sur Jupiter en train de faire des gâteaux, un gâteau d'anniversaire pour elle et ils se sont fait mutuellement des gâteaux. Et comment on peut être aussi adorable? Il faut tout faire par lui-même. Et genre il a essayé plusieurs fois et tout jusqu'à rendre le chef de cuisine fou tellement il est entêté. Elle a écrit tout ça Morrigan et elle dit que sa vraie famille du coup c'est lui et Jacques et Fen et Chanda et Franck et Martha et blablabla. Oh, aïe. Votre père il vous dit je t'aime, mais Jupiter il a dit à Morrigan, mais je voulais juste que le monde soit un endroit doux pour toi. Je suis... c'est rien, c'est juste que du coup il appelle Morrigan et Morrigan elle le corrige en disant de l'appeler Mog et voilà tout.
Il est où mon putain de souligne? Oh putain, c'est vrai, il a pas encore avoué pour Ezra Squall. Oh. On va s'arrêter là. Enfin une section qui se finit sur une bonne note entre Jupiter et Morrigan et je suis trop contente. Et c'était le meilleur chapitre ever aussi et j'ai trop de choses à dire. Là Morrigan elle retarde encore le moment où elle avouera pour Ezra Squall, mais elle dit que ouais, ce sera pour une autre fois parce qu'elle a peur que ça encombre l'esprit de Jupiter alors qu'il va partir en mission. Mais ce genre de truc c'est un peu un foreshadowing pour te dire que ça va mal se passer peut-être par la suite et qu'elle aurait peut-être dû le dire maintenant. Là ça va peut-être empirer. Je suis sur mes gardes, je sais pas quoi m'attendre. En fait, je sais pas, j'ai peur que là, Jupiter va partir en mission pour essayer d'arrêter le guide Gast, enfin le monstre là. Et j'ai peur qu'il lui arrive un truc ou qu'il y ait un caca quelque part. Ou... Je sens pas trop en fait. On verra. Mais pour l'instant, ils se sont réconciliés. Oh, tout était beau, tout était mignon, tout. Merci à l'autrice de prendre autant de temps de développer la relation entre Morrigan et Jupiter, une relation familiale aussi belle, parce que je trouve que parfois dans des romans c'est très négligé et que tout le potentiel angsty, le potentiel de suspense et tout c'est mis sur en l'occurrence la romance, mais là pour l'instant il n'y en a pas et c'est parfait comme ça. Bah, là c'est autour de la famille et c'est tellement bien fait, enfin genre ce questionnement entre les dynamiques entre la famille biologique et la famille de cœur, parce que c'est un truc qui travaillait, qui tourmentait Morrigan malgré tout, même si elle se sentait entourée, parce que elle se posait quand même des questions. Elle enviait les gens d'avoir une famille biologique qui était propre à eux, qui les acceptait. Et là, peut-être que à cause de cette mésaventure qui est juste horrible, parce qu'elle se fait trahir, encore une fois, je le savais, enfin je m'en doutais très fortement, mais c'est juste horrible. Peut-être que du coup, elle se rend encore plus compte de l'amour immensément incroyable que les porte Jupiter, enfin tout ce qu'il a fait pour elle depuis ses 7 ans je crois, d'après les lettres. Le fait qu'il était là, il se préoccupait d'elle depuis des années en fait, même avant leur rencontre. C'est juste un père, c'est un père. Du coup il y a eu la révélation également sur son oncle, donc également le frère de cœur de Jupiter, celui avec qui il parlait dans son bureau. Je m'attendais pas, du coup en vrai c'est bien trouvé et en vrai je l'aime bien parce qu'il est assez marrant. J'aimerais bien le revoir. Il disait ouais je te surveillais Morrigan, j'ai vu quand t'étais tombée dans l'eau, c'était hilarant et tout. C'était en mode c'était tellement gratuit comme remarque. Ouais cette section, oh, putain c'est... j'ai trop aimé. Je vous retrouve demain pour un cadre un peu plus clean peut-être, pour un tout petit bilan pour cette section là. Je pense que je parle trop en fait. Je vous retrouve, on est le lendemain, le vendredi 10 octobre, et ce matin ça a été un plaisir de me réveiller en sachant que Morrigan et Jupiter se sont rabibochés. Vraiment, je me brossais les dents et je souriais en même temps. J'étais en mode enfin! Waouh, quel chapitre! J'ai terminé sur le meilleur chapitre ever et oh mon dieu! Le fait qu'ils écrivent leurs mots sur des gâteaux et que ça devienne un peu une tradition et que peu importe la longueur de leurs mots, ils forcent. C'est trop mignon, cette habitude entre eux, c'est... oh mon dieu, c'est si mignon. Bref, donc je vais vous faire un très bref bilan de la section du chapitre 36 au 47 inclus, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, et j'ai très envie d'attaquer tout de suite la dernière section. Oh, c'est les 100 dernières pages. Tout peut arriver. Oh non, Jupiter il peut pas mourir. En fait j'ai peur à chaque tome, surtout quand là on se rapproche un peu de la fin. Enfin je crois que l'autrice prévoit 9 tomes, parce que souvent la figure de mentor va périr pour permettre aux jeunes de prendre son émancipation, je sais pas quoi. Je trouve que c'est un trop kitsché et inutile. Et c'est pas possible dans ce tome parce que Morrigan elle a déjà pas mal souffert. Elle a encore perdu sa famille, une de ses familles, donc elle peut pas perdre sa famille de cœur également. En parlant de famille, donc tout ce qui est autour de sa mère, la scène, le chapitre où elle arrive à accéder à un des souvenirs de sa mère, où elle peut voir sa mère en tant qu'adolescente, vivante, vibrante d'énergie, de révolte face à son environnement, pleine d'authenticité, de personnalité et de caractère. C'était très beau à voir. La tante Margot, j'avais raison de m'en méfier, même si, comme j'ai dit hier, maintenant mes suspicions ne se portent plus sur elle, mais plutôt vers son mari, parce que son mari a l'air délaissé par elle. Enfin, je sais pas, son mari reste quand même assez caché dans l'ombre. J'ai l'impression que peut-être tout est de façade avec lui et qu'il cache ses véritables intentions et que avant
c'était un grand dragonnier, mais que comme il est entré... Ah, c'est ça! Mais que comme il est entré dans la famille, il a dû abandonner son travail, ses loisirs. Enfin, il avait dit à Morrigan que son travail en tant qu'ingénieur, je crois, lui manquait. Donc peut-être que par des ressorts technologiques, machin truc ou je sais pas quoi, il a réussi à faire voler le dragon, la dragonne, pardon. Je sais pas. Par rapport au vautour, Morrigan elle a dit qu'elle voulait garder ses distances avec lui parce qu'il a l'air assez déprimant comme mec. Mais moi j'aimerais trop le revoir parce que, je sais pas, il me fait trop rire. En fait, il balance des trucs qui sont trop drôles, mais de manière poker face, un peu comme Cadence. Et du coup je me dis, ça peut un peu être mon animal totem lui aussi. Voilà. Et vraiment cette section, ça a été magique parce que t'as eu le chapitre avec les lettres de Jupiter et le chapitre avec la réconciliation. Ça a presque rattrapé toute la souffrance que j'ai endurée pendant les autres sections. Et je suis tellement fragile pour cette famille. J'avoue qu'une part de moi aurait été intéressée de voir l'évolution de leur relation sans les raisons qui ont poussé Jupiter à mentir à Morrigan, parce que là du coup ça excuse de manière presque idéalisée les actions de Jupiter. Et je me plains pas parce que vraiment j'ai été bouleversée, ça a été bien trouvé, ça m'a pulvérisé le cœur. Mais je me dis, là on avait une chance de voir Jupiter sous un jour un peu moins parfait et un peu plus vulnérable. Et du coup le fait qu'il doit composer avec ça et avec le fait de laisser Morrigan prendre son indépendance et ne pas l'enfermer dans cette famille parce qu'il a trop peur pour elle, ça aurait pu être exploité de manière plus nuancée au niveau de son développement psychologique à Jupiter. Mais bon, si le fait que Jupiter c'est vraiment l'homme parfait et tout, vraiment ça me dérange pas parce que c'est pas ennuyeux, parce que il me fait trop chavirer ce mec. Je pourrais dire d'autres choses de ce que je pense sur lui, mais ça deviendrait un peu impudique, donc je vais m'arrêter là. Oh, dernière section. Oh my god, c'est-à-dire après j'aurais fini. Ah, mais j'ai trop hâte. Allez, let's go. J'ai fait ma coquette, je me suis changée pour la lecture de cette dernière section en mettant un haut, c'est pas trop le bon ton violet. Vous voyez un peu le délire, l'intention. Mais là, du coup, j'ai commencé le chapitre 48, je crois. Je crois qu'on commence à avoir une révélation et que j'avais peut-être raison d'être soupissue. Ouais. Ça a gâché ma prose. Je voulais dire suspicieuse ou soupçonneuse et j'ai mélangé. Suspicieuse, soupçonneuse de quelqu'un. La Morrigan, elle suspecte que quelqu'un empoisonne sa grand-mère parce que elle a trouvé un poison qui donnait les mêmes symptômes que sa grand-mère avait. Qui est la personne qui donne constamment la dose de médicaments quotidienne à la grand-mère? Morrigan elle pense que c'est la tante Margot, mais moi je pense que c'est Tobias, parce que c'est Tobias hein, qui... Ou alors j'ai mal lu, genre qui s'occupe de donner le médicament à la grand-mère. Ok, Morrigan elle pense que c'est Margot, mais moi je pense que c'est son mari là. Parce que son mari il a l'air d'être délaissé par Margot, je sais pas, donc peut-être qu'il veut se réconcilier avec elle en empoisonnant sa mère. C'est pas logique, mais vous voyez quoi. Du coup là, Hawthorne il a pas réussi à chevaucher la dragonne. Au final c'est la petite sœur de Dario. Après 500 000 pages, j'ai enfin retenu son nom. Waouh. Attends, c'est-à-dire la fille, elle a genre, je crois elle a 9 ou 11 ans. Elle est plus jeune que Hawthorne et elle arrive à chevaucher un dragon comme ça. Waouh. Je suis deg pour Hawthorne, mais franchement, le fait que ce soit une fillette même, genre qui arrive, j'avoue c'est quand même satisfaisant. Ah putain, mais c'est-à-dire c'est elle en fait qui chevauche le dragon. Mais donc c'est pas du tout lié au meurtrier. Donc le meurtrier c'est Tobias. Putain. Mais pourquoi? Mais je suis bête ou je suis bête? J'ai même pas suspecté que ce soit deux personnes différentes. Je pensais que c'était deux événements liés, mais non. Je me sens un peu bête parce que je me disais ouais mais le meurtrier c'est trop compliqué à savoir parce que du coup il arrive à chevaucher un dragon et tout, alors que non, fallait juste dissocier. Et j'avais la réponse quasi faite. Non, mais Hawthorne il est dégoûté. Non mais lui il est promis un avenir encore plus radieux que cette dragonne. Cette dragonne, tout mon respect hein, mais Hawthorne il va te dépasser, il a pas besoin de toi pour devenir un number one.
Morgane elle a découvert, enfin elle suspecte là forcément qu'il y a quelqu'un qui essaie d'empoisonner la dragonne également, et c'était mon hypothèse numéro 1 quand il y avait le poison, parce que je me disais que les symptômes ressemblaient vachement à ce que la dragonne peut-être pouvait avoir. En tout cas, elle avait l'air mal en point, donc peut-être que ceci expliquait cela. Et là, qui vient d'apparaître dans les gradins là? Il y a Tobias, il y a l'oncle Tobias. Bizarre qu'il soit là. Et d'ailleurs, en plus, Vesta, c'est une fille qui est en plus en situation de handicap, qui est capable d'une telle prouesse et qui est vouée à un avenir aussi grandiose en tant que future grande dragonnière. Enfin, genre, c'est trop beau en fait. Et le truc, c'est que c'est tellement naturel parce que son personnage n'est pas réduit à sa situation de handicap, bien au contraire, enfin, moi limite j'avais oublié quoi. Donc je trouve que c'est vraiment de la bonne représentation dans le sens où c'est pas forcé, c'est naturel et tu la considères comme une personne comme une autre et pas comme une personne en situation de handicap. Au niveau de la représentation dans Nevermore, bah, c'est super cool et c'est cool de pouvoir grandir. Enfin, j'imagine des gens, des adolescents, des enfants qui vont lire Nevermore et qui vont pouvoir grandir avec ce genre de valeurs sûres. N'oubliez pas de recommander Nevermore à vos enfants, à vos plus jeunes, également aux adolescents et également aux adultes. Et aussi, je suis en train de lire les préparatifs pour le bal de Morrigan, mais la différence entre l'appréciation verbale de la tante Margot et celle de Jupiter vis-à-vis de Morrigan, le fait que la tante Margot, elle aimerait que Morrigan voilà, déploie son pouvoir pour elle et tout. Enfin, elle fait vraiment une fixette sur Morrigan en tant que Wundersmith. Ah, c'est dur à dire ce truc. Du coup, maintenant on le sait, c'est parce que bah, c'est vraiment pour le prestige et pour la bonne réputation, comme je m'en étais doutée, je suis trop intelligente. Alors que Jupiter, dans ses lettres, il parle pas du tout du pouvoir de Morrigan, il en a rien à foutre parce qu'il réduit pas Morrigan à ça. Il dit pas Morrigan, je l'adore, j'ai adopté parce que c'est une bonne magicienne ou quoi. Non, c'est parce que Morrigan, elle est intelligente, elle est drôle, elle est adorable, elle est malicieuse, elle est profondément gentille. Et sont des traits de personnalité qui font qu'elle est magique en fait. C'est pas son pouvoir, c'est pas sa magie, c'est juste ses traits de personnalité. Non, Jupiter. Je suis trop excitée parce que du coup là Morrigan, elle a invité ses amis à assister à son bal d'anniversaire, mais on devine que c'est parce qu'elle prépare quelque chose. Elle a dit à la tante Margot qu'elle préparait un spectacle grandiose, un spectacle magique. Donc j'imagine que ça va être un truc pour révéler au grand jour la supercherie, les tentatives de manipulation de la tante envers sa nièce. Et d'ailleurs je me dis peut-être qu'en vrai les deux autres tantes, elles n'étaient pas au courant, genre Modestine et Myriam. Donc peut-être il y a moyen qu'à la fin, Morrigan garde contact quand même avec elle et puisse encore profiter de ce lien de parenté. Mais là j'ai hâte de voir ce qu'elle prépare. Il y a Jacques aussi. Il y a Jacques, il est là. Franchement, je compatis fortement avec Morrigan parce que de tout ce qu'elle a subi, je crois que c'est ça la plus grosse souffrance. C'est de devoir parader devant les gens, de devoir faire du small talk, d'avoir tous les yeux rivés sur toi. Ah, socialement parlant, ah, c'est un calvaire. Ça me cringe. Et du coup, là, c'est vraiment la scène la plus douloureuse. Quand Morrigan, elle doit parader dans son bal, là, et danser avec tout le monde alors qu'elle en a rien à foutre. Après, c'est sûr que Tobias, il agit sur les directives de sa femme, de Margot. Donc ils sont complices, ils sont coupables tous les deux. C'est possible aussi. Mais je pense pour Margot, c'est trop gros. Genre l'autrice, ça se voit, elle veut trop nous amener sur cette piste. Et on sait, dans par exemple un thriller, d'un roman policier, que la piste trop évidente, avant les 100, les 50 dernières pages, c'est trop suspect pour que ce soit vrai, quoi. Donc je pense que c'est Tobias. Elle s'est transformée en corbeau pour s'émanciper du fait d'être un cygne ou quoi. Et not a swan but a crow. Oh, c'est bien trouvé, c'est bien trouvé. Attends, mais elle va reproduire, répliquer la scène du meurtre, genre... Quoi? Oh. Elle a transformé son anniversaire en cluedo géant. C'est trop bien. Ça, elles ont fait un script, une mise en scène et tout. Alors là, Cadence, elle est en train de marcher avec les mains derrière le dos comme dans les séries et tout. Elles sont trop choupies.
Putain, en fait c'était vraiment Dario le gentil avec Vesta parce que du coup il y a toute sa famille, c'est des gros misogynes qui veulent pas que Vesta elle devienne une dragonnière parce que c'est pas convenable pour une jeune demoiselle de sa condition. Mais oui, mais Dario c'est un cheater. Mais bon, c'est un bon grand frère. What? Non. C'est le frère, c'est comment il s'appelle déjà? Cosimo, le frère réservé, qui était décrit un peu comme sombre, trop sérieux et tout. Et je me disais, ouais, mais ça se peut, il est super gentil parce que j'aime bien les personnages un peu introvertis, un peu grumpy et tout. Et je me disais, non, mais il est misunderstood, en vrai, c'est un amour. Mais non, il a empoisonné la dragonne. Il a mis en danger Hawthorne. Ah, j'espère il va brûler en enfer. Ah, je suis deg. Oui, du coup, Cosimo il est en mode non, mais on m'a blackmail. Et Morgane, elle est insurgée, elle est en mode ouais, mais t'as cru que c'était Hawthorne, t'as fait tuer mon ami et tout. Et je suis en mode mais oui, c'est ça en fait qui me pose problème là. Et aussi pour la pauvre dragonne, enfin, elle a rien demandé là. Ok, Margot, c'était l'autrice des livres. Ok, ça c'est bien trouvé. Ça fait un peu comme genre Voldemort avec Tom Jedusor où tu peux mélanger les lettres et ça fait, je sais plus c'est quoi, un anagramme. Yes. Chapitre 53, c'est la merde. Il y a le monstre qui est venu dans le... Ah. Ah. Donc en fait c'était pas de la tromperie en fait, parce que Modestine elle est au courant pour... J'ai l'impression de vous parler de gossip. Modestine elle est au courant, ils étaient tous best friends avec Gigi et Dario, sauf que Gigi et Dario entretenaient une relation amoureuse et Modestine, j'imagine, les soutenait. Mais leur mariage c'était purement politique pour pouvoir unir les deux familles. Oh, ça veut dire Dario c'était un gentil depuis le début. Alors que j'étais contente de sa mort. J'étais en mode ouais, il le mérite, c'est un trompeur et tout. Alors que il a dû se sacrifier pour ce mariage, même si ils avaient l'intention de divorcer immédiatement pour pouvoir vivre leurs histoires d'amour respectives. Et c'était un grand frère, trop cool, c'était un bon fils. Je suis désolée d'avoir autant craché sur son nom. Parce que j'avais trop peur pour Hawthorne. Je suis désolée Dario, t'étais un bon perso. Je savais que c'était Tobias, il avait l'air trop inoffensif pour être vraiment inoffensif. Je le savais. Waouh. Ça, pour l'anniversaire de Morrigan, ils ont assisté à un meurtre en direct. Enfin, c'est pas en direct, c'était dans le passé. Mais bref, un véritable meurtre. Je cote Morrigan. J'ai des gens qui se soucient de moi, et pas juste parce que je suis un Wundersmith. Et tu peux dire à ta mère merci. Je traduis trop mal. Enfin, vous pouvez remercier votre mère de ma part. Si elle s'était préoccupée de moi ou quoi, bah j'aurais jamais trouvé ma réelle famille. Et... Oh, je suis au dernier chapitre. Enfin, je crois que c'est le chapitre 57. Et c'est vrai que Morrigan n'a toujours pas révélé pour Ezra Squall à Jupiter. Tu sais, j'étais en mode... Ouais, elle est de retour à l'hôtel, il faut une fête ensemble entre proches, c'est trop mignon et tout. Et j'avais oublié. Mais là, je vais repousser l'heure fatidique des confessions pour aller manger parce qu'il est midi et parce que je suis dans le déni. En fait, j'ai peur. Normalement, ça devrait pas mal se passer. Jupiter, il est ouvert d'esprit, même en sachant que son enfant est en train de s'entraîner avec l'homme le plus monstrueux, le plus meurtrier, le plus dangereux de la ville. Bah... Non, il devrait bien l'accepter, je vois pas le souci. I'm back! Let's go pour les dernières pages. Morrigan il demande si du coup, avec toutes les relations entremêlées et tout, bah ça fait que Jupiter c'est un peu comme une sorte d'oncle pour elle. Et moi je suis en mode ouais mais c'est carrément ton père en plus.
dit je t'aime, mais de manière un peu hâtive, en mode un peu awkward parce qu'elle n'a pas l'habitude. En attendant, je vais me moucher là parce que ça devient dégueulasse. En fait, je me rappelle des fois où oh, j'ai laissé une grosse goutte. On voit pas. En fait, je me souviens des premières fois, enfin même pendant les 3 premiers tomes où Morrigan était un peu mal à l'aise avec les démonstrations d'affection parce qu'elle n'a pas l'habitude. Parfois elle cache un peu ces moments-là, ces moments d'affection par des petites boutades et tout. Et c'est trop adorable. Et du coup là, le fait qu'elle arrive à vraiment lui dire je t'aime, c'est également à mettre en parallèle avec son câlin envers Jacques. Le fait qu'elle arrive à être plus ouverte et plus spontanée et plus expressive directement. C'est une évolution incroyable, enfin vraiment, genre pour moi ça demande énormément d'assurance et de courage. Ça se voit que je suis émotionnellement et socialement constipée ou pas. Oh, ça a valu toute la souffrance là de tout ça. Ok, donc elle a débloqué un pouvoir. J'ai fini. J'ai fini le tome 4. Alors j'ai embrayé directement, alors que mes larmes ont à peine séché, sur du coup un bilan de cette section du chapitre, je sais plus, au chapitre jusqu'à la fin. Déjà au niveau de la mise en scène, le monstre là, qui projette toutes les fautes, les péchés commis par les familles qui sont réunies lors du bal de Morrigan, je trouve que c'était une mise en scène assez ironique parce que c'est une société qui se fonde énormément sur l'apparence, qui cachent tout sous le tapis, qui cachent leurs erreurs, leurs fautes, leurs péchés, et ça ne vaut pas du tout pour garder une apparence intacte. Et le fait que ce soit exposé comme ça grâce au monstre, je trouvais qu'il y avait quand même une forme de mise en scène assez ironique et c'était bien trouvé. Il y avait des moments assez sarcastiques aussi, par exemple quand tout le monde s'insurge en découvrant l'identité de la personne qui a écrit des livres de gossip sur eux, les livres de scandale et tout. Mais en fait, ça choque plus que la révélation sur le meurtre de Dario et l'apparition du monstre. Donc ça, c'était assez sarcastique, c'était assez absurde. Après, on apprend que la tante Margot, elle a toujours essayé de convaincre sa mère à accueillir Morrigan, qu'elle a même fait appel à une amie de sa mère, de la mère de Morrigan. Et donc ça nous a rappelé au début du tome 1 quand Morrigan avait reçu plusieurs lettres d'admission et parmi elles il y avait une lettre pour l'école d'Evro. Je me demande est-ce que l'autrice a prévu ça depuis le début, parce que ça fait un foreshadowing de malade en fait. Et si c'était vraiment prévu, franchement incroyable, genre génie. Je pensais à One Piece avec tous les foreshadowing que t'as au chapitre 1, et puis après t'as des grandes révélations par rapport à ça au chapitre 1500 quoi. Et le chapitre 57, la fin avec Jupiter. J'ai hâte de voir la rencontre entre Jupiter et Ezra Squall, comme Jupiter a demandé à rencontrer Ezra Squall. Ah, c'est une larme. Oh. Ok, j'ai mis des larmes partout. Et quand Morrigan a dit je t'aime et que Jupiter lui dit je t'aime aussi, et Morrigan elle se dit bah ça je le savais déjà. En fait elle se rend compte véritablement de l'amour inconditionnel que lui porte Jupiter, en dépit du manque de lien de sang, en dépit de tout, et bah il l'aime, et que c'est là sa vraie famille. Et je trouve que à ce niveau-là c'est bien amorcé, parce que pendant les 3 premiers tomes, on voyait que Morrigan, voilà, elle arrivait à se faire une place, mais qu'il y avait quand même cette amertume de se dire oui mais j'ai pas une vraie famille entre guillemets. Le fait que là ça a explosé, que c'était vraiment le tome où voilà, j'ai plus les mots, c'était bien fait. Et puis du coup elle a dû traverser tout ça pour se rendre compte à la fin vraiment que la found family c'est tout aussi important que la famille de sang. Et c'est un aspect qui est tellement bien développé, avec de la nuance, avec une belle progression. Et du coup je remercie l'autrice pour avoir pris le temps de développer tout ça. Par contre il y a un truc qui m'interpelle un peu, c'est le fait que Morrigan elle a vu des cadavres, mais plein de cadavres, beaucoup trop de cadavres dans sa vie pour un si jeune âge, et elle en est pas traumatisée, on s'attarde pas vraiment dessus. Moi je me dis mais même à mon âge, genre si je vois des cadavres comme ça, des mises à mort, mais quelle horreur, enfin ça me hante et tout, mais elle j'ai l'impression qu'elle arrive à s'en détacher, ou alors c'est évacué assez rapidement.
Donc ouais, peut-être à ce niveau-là, c'est pas très réaliste pour moi. Je vais finir d'annoter et puis ensuite j'essaierai de vous retrouver pour un bilan complet, global de... Putain, j'ai fini. Et l'autrice, elle a toujours pas annoncé si elle était en cours d'écriture du tome 5 ou pas. Oh. Je vous retrouve quelques jours après, on est le lundi 13 octobre et je reviens pour faire un bilan final du tome 5. L'esprit un peu plus apaisé mais déjà très nostalgique de l'aventure que je viens de vivre. C'est l'une de mes meilleures expériences de lecture, comme vous avez pu le deviner au vu de mes réactions. D'ailleurs, je sais même pas combien de fois j'ai pleuré, mais je pense que le résultat n'est pas dégueu. Je suis en train de verser mes premières vraies larmes. Oh, mais pas avec moi. Ah mon dieu, ah, je pense. J'ai une confession à faire, on est entre nous. Elle a écrit tout ça en Morgane. Nevermore, c'est l'une des rares sagas où je suis l'histoire uniquement, enfin vraiment principalement, surtout pour les personnages, plutôt que pour l'intrigue, pour les arcs narratifs, pour les rebondissements, parce que vraiment ce qui me happe et ce qui justifie mon attachement tellement fort à cette saga, c'est le fait que j'adore tout bonnement les personnages, que je me sens comme si j'étais avec ma famille quand je suis avec eux, quand je les retrouve. L'autrice pourrait consacrer un tome entier sur leur quotidien, sur leur petite routine. Ce serait le meilleur tome ever pour moi. Mais n'empêche que là, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé les intrigues, le fait qu'il y avait plusieurs révélations à la fin, des révélations qui m'ont prise au dépourvu parce qu'en fait, il y avait tellement de mystères que parfois il y avait des pans narratifs que je prenais pour acquis comme réels, comme véridiques, et donc je les remettais pas en question. Et en fait, il y a un retournement de situation qui nous fait réaliser qu'en fait depuis le début c'était faux. Et je trouve que c'était plutôt ingénieux parce que dans ce tome-là, on se concentre pas mal sur la question des apparences, sur le fait d'être bien vu par la société comme on est avec les riches, avec les gens qui accordent beaucoup d'importance à leur réputation, et le fait qu'à la fin on voit à quel point tout est faux, notamment la mise en scène avec le guild cast qui projette toutes les fautes, tous les dramas dans l'aristocratie. Franchement, c'était assez ironique comme mise en scène et c'était bien trouvé le fait qu'au final les apparences, les masques tombent et que tout est révélé au grand jour et qu'on voit à quel point c'est complètement pourri de l'intérieur. D'ailleurs, ce tome, c'est un peu une critique du capitalisme, le fait qu'il y a une caste de la population qui est pas mal privilégiée par rapport à d'autres, qui est complètement détachée de la réalité, des responsabilités qu'on peut avoir, de la vie au travail et tout. Le fait que là, les vrais méchants, c'est les riches dans ce tome. Genre, Ezra, il fout rien. Il est juste pépouze, il vient, en plus il aide Morrigan parfois, et il crache un peu sur les riches également, et les riches ils s'enterrent tout seuls, ils font de la merde. Je trouvais que c'était assez incisif, il y avait quelque chose d'assez mordant, et en parallèle dans notre société à nous, enfin avec Morrigan et tout, c'est pas parfait parce que plus on avance et plus on peut voir peut-être les dysfonctionnements de la société dans laquelle elle est, le Woonsok, je sais plus s'il est traduit en français, mais bref, le système à l'école et tout, la ligue dans laquelle Jupiter est, parce que je sens que c'est comme une garde spéciale pour protéger les intérêts des anciens, je sais pas, les elders, genre les doyens. Et j'imagine que peut-être ça va être développé par la suite pour montrer que au final, peut-être les individus sont pas assez bien pris en compte et que c'est surtout la collectivité qui est mise en avant au détriment du développement individuel. Par exemple, ouais, Jupiter, il est assez malmené, donc j'ai hâte de voir comment ça va être développé. Au niveau des personnages, pour en revenir à Ezra Squall, j'ai pas envie de baisser mes gardes parce qu'il me semble encore trop nébuleux et je me dis, il fait tout ça pour manipuler Morrigan. Mais après, je suis allée voir pas mal de tweets. Enfin, c'est ça que j'aime trop. Quand je rattrape une saga, du coup, je peux aller voir toutes les autres réactions sur Tumblr et tout. Et les gens, ils sont hilarants, ils sont trop cool. Et du coup, j'ai fait la même chose avec Nevermore. Et il y avait des gens qui relevaient que Ezra, il semblait un peu plus soft que d'habitude pour Morrigan. On dirait que, ouais, il s'assagit, qu'il s'adoucit vis-à-vis de Morrigan parce que il cède pratiquement à toutes ses caprices. Donc, on peut peut-être remettre en perspective l'histoire de son crime qu'il a commis. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il a tué, il est responsable de la mort de son unité, mais peut-être qu'il y a une autre vérité derrière. Et comme on se méfie, enfin en tout cas je me méfie de plus en plus du fonctionnement de la société,
je me dis peut-être qu'ils ont voulu cacher quelque chose et ça a fait passer Ezra pour un méchant tout puissant. Et puis il y avait des gens qui soulevaient sa présence au Black Parade au début, le fait que pourquoi il était là, est-ce que c'est parce qu'il fait le deuil encore de son unité, est-ce que c'est une marque de culpabilité, voilà, il y a plein de mystères, mais c'est vrai qu'avec Morrigan, il est mordant, en fait il est sarcastique, et il s'embrouille avec Morrigan, et c'est trop drôle, parce que Morrigan c'est genre une gamine, et il se laisse quand même un peu provoquer et tout, du coup ça c'est drôle. Plus tard, il y aura donc la rencontre entre Jupiter et Ezra Squad. Il y a des gens qui disent qu'il y a trop un potentiel pour une rencontre de type entre parents divorcés, tu vois. Ils vont être hyper, je sais pas, hyper sassy, hyper salty entre eux, ils vont se lancer des pics. Je pense qu'à la fois ça va être tendu, en même temps ça va être trop drôle, parce que vu leur personnalité, ils sont tellement diamétralement opposés. Et en plus, Jupiter, il considère Ezra Squad comme une menace, mais Ezra Squad, il est un peu du genre nonchalant. Donc en vrai, ça peut créer un décalage qui peut être hilarant. Et Morrigan, elle sera entre les deux, là, elle va plus savoir quoi faire, la pauvre. Et en parlant de Jupiter, j'en ai trop parlé. C'est pour ça que cette vidéo, elle a duré énormément longtemps. En plus, je sais même pas s'il y a des gens qui sont allés jusqu'au bout. Mais Jupiter, c'est super intéressant de voir son rôle et ses réactions dans sa relation avec Morrigan face à une Morrigan adolescente, parce qu'il a du mal à accepter, c'est soit hyper protecteur, donc ça c'était peut-être réaliste, enfin je sais pas trop, parce que comme je suis pas une parente, je sais pas du tout, mais il y avait quand même des réactions, des discussions, des disputes qui semblaient plutôt pertinentes pour une relation entre un père et sa fille qui devient adolescente. Le fait que Jupiter, j'avais pas forcément vu directement, mais c'est pas que Jupiter il sait pas que Morrigan l'aime, mais jusqu'à la toute fin, peut-être qu'il se disait que Morrigan, il y a des chances qu'elle se distancie de lui à tout moment. Du coup, il n'était jamais sûr vraiment des sentiments de Morrigan, s'il pouvait se pérenniser dans le temps envers lui. Donc j'imagine qu'il était un peu noyé dans le doute. Donc le fait qu'à la fin, mais la fin, elle vaut tout le angsty dans leur relation. Parce que s'il n'y avait pas tous ces drames-là, tous ces disputes, toute cette violence, tout ce calvaire psychologique, émotionnel, relationnel, la déclaration d'amour à la fin, ça aurait pas eu la même saveur, je pense. Parce que là, on sait qu'il pense vraiment, et que Morrigan, enfin, elle a vraiment dû faire un effort en fait pour le dire, pour être aussi expressive. Et c'est ça que j'adore, c'est que dans ce tome, elle devient un peu de plus en plus tactile, de plus en plus expressive dans ses démonstrations d'affection, et ça c'est trop cool. C'est vraiment une marque d'évolution que j'admire, parce que moi, étant socialement constipée, j'ai vraiment du mal. Donc là, ça avait vraiment une saveur, mais tellement puissante à la fin. Je pourrais parler pendant des heures de cette scène. C'était du génie. Il y avait la bonne dose un peu de maladresse et de timidité et d'émotion et de tendresse. Tout était bien équilibré, tout était bien calibré pour une explosion d'émotions. Les lettres de Jupiter, j'ai vu que c'est un chapitre qui avait pas mal marqué les lecteurs et les lectrices. En fait, je sais qu'il va dire des choses cool, chouette, mais voir à quel point il est gaga de Morrigan en fait. Et aussi le fait que Morrigan, quand elle était enfant, elle pensait qu'elle était méprisée de tout le monde, alors que dans l'ombre, il y avait Jupiter qui reconnaissait sa valeur, qui reconnaissait ses qualités. Et je trouve ça tellement beau. Après, il pouvait pas se manifester, et c'est vraiment dommage. Donc grâce à Jupiter, Morrigan, quand elle était enfant, elle n'était pas totalement seule. C'est trop beau. Après, Jupiter, il n'est pas parfait. Il devrait apprendre à se confier à Morrigan, parce que souvent, quand Morrigan lui demande des explications sur tel ou tel sujet, il va plutôt esquiver la question que dériver sur un autre sujet. Donc c'est très frustrant, parce que du coup, il n'apporte pas les réponses que Morrigan mérite, parce qu'il est trop protecteur, parce qu'il ne veut pas entacher l'insouciance, l'enfance, la jeunesse de Morrigan. Mais avec Morrigan qui grandit, je pense que petit à petit, il va apprendre à lui faire confiance, entre guillemets, et à se confier, à peut-être se montrer un peu plus vulnérable. Il verra qu'il peut se reposer un peu sur Morrigan sans la détruire, sans la briser. Et ça, c'est vraiment mon rêve pour la suite. Et du coup, Morrigan, là, par la suite, elle va appeler Jupiter tonton Jove. Ça va me faire assez bizarre, je pense. Parce que déjà, moi, je voyais Jupiter comme son papa. Après, tonton, c'est trop bien, c'est trop fun. C'est trop fun. En vrai, évidemment, ça me dérangera pas. Mais juste l'appellation, ça fera un peu peut-être bizarre au début de la part de Morrigan, mais après je vais m'y habituer. Mais Jupiter, pour moi, c'est genre limite comme un papa, quoi. Mais après, tonton, c'est super cool. Le fait également que ça montre que Morrigan, elle réalise pleinement l'importance de la famille de cœur. Pendant tout ce tome-là, et même pendant les autres tomes, elle hésitait, enfin, il
y avait ce dilemme entre famille de sang, famille de cœur, comme j'en ai parlé au cours de la vidéo. Et là, le fait qu'elle ait découvert l'histoire de Jacques et qu'elle voit que par les liens entre la mère de Jacques et Jupiter, qui ne sont pas des liens de sang mais des liens de cœur, il considère ainsi Jupiter comme son oncle. Elle se rend compte que c'est tout aussi pertinent que s'ils partageaient le même sang, et le fait qu'à la fin, elle fasse le choix de également l'appeler tonton Jove, bah, ça montre que du coup elle le considère comme une figure parentale, quoi. Voilà, en fait j'aime trop tout cet aboutissement à la fin. Après, en dehors de ça, Cadence, Ultra Queen, Hawthorne. Alors d'ailleurs je pensais que c'était lui sur couverture comme j'avais dit en début de vidéo, mais en fait non, c'est pas lui, c'est pas Dario, enfin c'est Vesta. Je pensais que Hawthorne allait se battre ou quoi, mais au final il reste, je trouve, assez en retrait dans ce tome. Donc voilà, j'attends de voir quand il prendra de l'importance. Mais du coup là, avec ce tome, Jupiter, je pense qu'il est devenu mon personnage préféré parce que... Pour Jacques, je pense que ses parents ils sont en vie. Parce qu'il y a ce truc dans la fiction, si tu ne vois pas un personnage mourir, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Et là, ce serait vraiment hyper sadique de faire que à la fin, on découvre que les parents ils sont morts ou quoi, et que Jacques va s'investir dans une quête vaine. Donc je pense qu'à la fin, il va retrouver ses parents. Ou alors c'est ses parents qui reviendront, je sais pas. Mais il y a tellement un potentiel, tu vois. Je me fais pas trop de soucis parce que je me dis c'est pas possible qu'il soit mort. C'est pas possible parce qu'il y a une disparition. Il y a peut-être un truc, ouais, un truc en... Je viens de le lier avec mes soupçons concernant la société Woonsock qui a l'air, je sais pas super clean au final. Peut-être que les parents, ils ont trouvé une alternative en dehors de ce monde-là. Et du coup, ils sont en train de s'installer, mais ils savent pas comment tirer Jacques de Nevermore pour aller les rejoindre. Peut-être que voilà, c'est un pan de l'univers qui sera exploité. Et ça pourrait être vachement intéressant. Après, je me dis, en vrai... Pour Jupiter, encore une fois, je suis désolée, mais peut-être que j'aurais quand même bien voulu garder de la nuance autour de son développement, parce que là, donc, il est parfait, il est altruiste, il a quasi jamais fait de faux pas, ou alors quand il en fait, c'est entièrement excusé, justifié, mais j'aurais bien voulu, tu sais, cette once d'égoïsme, quand il disait qu'il avait hésité à dévoiler la famille maternelle à Morrigan, parce qu'il avait peur qu'elle s'éloigne d'elle, enfin ça c'était vraiment une marque de vulnérabilité qui m'avait profondément émue. Et le fait qu'au final c'était un mensonge, enfin, je pense qu'il y pensait un peu. Si, je pense qu'en vrai il était quand même sincère. Mais c'est encore fou, tu vois, j'aurais bien aimé qu'il s'assume dans ses faiblesses et ça l'aurait rendu encore plus poignant, impactant. Mais bon, là je prends comme idée, s'il est parfait, bah tant mieux. Voilà, c'est la fin de cette très longue vidéo. Mais je pense que c'est la vidéo que j'ai préféré le plus tourner. J'aurais bien juste voulu avoir une bonne caméra pour une bonne qualité. Mais déjà, rien que pouvoir déverser mes émotions comme ça, me créer des souvenirs et encapsuler en quelque sorte mes souvenirs dans ce vlog-là, c'est... Waouh! J'ai cru voir un dragon alors que c'était juste un oiseau. Mais je suis tellement plongée dans Nevermore. Je me dis, mais il va falloir attendre combien d'années pour la suite? Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, bah, je sais pas comment vous avez fait. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci, mais genre un grand merci infini d'avoir regardé jusqu'à la fin, d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que si vous avez joué le jeu de la lecture commune, ça vous a accompagné au cours de votre propre expérience de lecture. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tome. Parlez-moi de votre rapport à Nevermore. C'est qui votre personnage préféré? Quels moments vous ont marqué, que ce soit dans ce tome-là ou dans les autres tomes? Moi, mon top 3 de mes moments préférés, c'est dur. Il y a la fin, c'est sûr et certain. Ah, les lettres. Quand Jupiter il menace la clique de Morrigan, c'est trop cool. Et en troisième, oh le gâteau. Putain, il y a Jacques aussi. Je pourrais pas les classer. Mais mon moment préféré ultime, je pense que c'est la fin. Mais il y a le câlin avec Jacques aussi. Je sais pas, bref, vous m'avez compris, mais c'était trop bien. Merci encore et j'espère vous retrouver pour d'autres aventures aussi ébouriffantes, aussi précieuses. Je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo, mais vraiment, oh, je suis trop contente. Ça me fait un trop joli souvenir. À bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!